Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Stream 12. Sorcière, un nouveau féminisme? Contrairement aux séries Shocking qui proposent une narration sur mesure, les émissions Stream sont la rediffusion d'un échange qui a lieu en live. En février dernier, j'étais invitée à intervenir à la médiathèque de Kévin, près de Lorient, dans le cadre d'un cycle de conférences « Esprit critique, es-tu là ?», qui propose d'aborder de manière méthodique et rationnelle des sujets parfois épineux et passionnés à l'articulation de la science et de la société. Pour les organisateurs, il ne s'agit pas de dire aux personnes ce qu'elles doivent penser ou croire, mais de questionner ses propres croyances. Autant vous dire que leur démarche est tout à fait méta de choc compatible. L'assistance était nombreuse et la présentation des enjeux actuels de la sorcellerie comme outil politique a rapidement laissé la place aux nombreuses questions d'un public enthousiaste venu des quatre coins de la Bretagne. Quelles sont les différentes manières d'être sorcière aujourd'hui ? Existe-t-il un lien avec le féminin sacré ? Quelles contributions les sorcières modernes peuvent-elles apporter à la cause féministe ? Autant de questions abordées pour tenter de définir les contours de ce mouvement florissant sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Une bien belle occasion de faire de la métacognition, c'est-à-dire de réfléchir à la manière dont nous pensons et pourquoi. C'est parti. Alors moi d'abord, il faut savoir que j'étais une sorcière. Je me suis pensée sorcière moderne quand j'étais donc dans le mouvement New Age et que j'étais croyante. Donc pendant 15 ans, j'étais dans cette mouvance spirituelle et je me considérais comme sorcière. Après, si je m'y suis intéressée de près aussi, si j'ai vraiment étudié avec un sens critique, on va dire, en essayant de me documenter au-delà de ma propre pratique passée, c'est parce que j'ai fait une émission qui s'appelle Le féminin sacré, où j'explore cette notion en fait assez récente du féminin sacré et où la sorcellerie, ou en tout cas la notion de sorcière, est très présente. Voilà. Donc, je ne sais pas si je dois expliquer tout de suite ce qu'est le féminin sacré. Eh bien, moi, j'ai envie de dire oui. Allons-y gaiement. Qu'est-ce que le féminin sacré ? Alors, le féminin sacré, c'est une croyance et une pratique qui fait partie donc de la spiritualité contemporaine que les chercheurs appellent le New Age. Alors, le New Age, c'est pas que les années 70 et les hippies. Le New Age, c'est un mouvement spirituel qui est né à la fin du 19e siècle aux États-Unis et puis qui a connu beaucoup de manifestations et de pratiques variées qui sont passées notamment par les hippies et qui continuent aujourd'hui de s'exprimer. Et les croyances qu'on trouve aujourd'hui autour de la loi de l'attraction, des énergies vibratoires, sont vraiment des croyances qui sont issues du New Age, qui sont l'expression du New Age. Et dans le mouvement New Age, il y a une notion qui est donc le féminin sacré, qui consiste à dire que quand nous nous incarnons sur Terre, si nous nous incarnons en tant que femmes, nous allons représenter l'essence divine, on va dire, universelle de la féminité. Si on s'incarne en tant qu'homme, eh bien, on va représenter le masculin sacré, on va avoir en soi l'essence masculine. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment un mouvement, je dirais, de masse, un mouvement populaire, où beaucoup de femmes, en fait, se retrouvent dans cette notion qui va leur permettre, en tout cas, c'est ce qu'elles souhaitent, exprimer leur féminité, exprimer leur potentiel en tant que femme et, plus que l'exprimer, l'affirmer. Donc, avec cette notion de féminisme qui est très prégnante derrière le féminin sacré et qui peut se manifester notamment au travers de la sorcellerie ou du fait de se revendiquer sorcière. Voilà. Donc, il y a des hommes qui s'intéressent au masculin sacré et il y a beaucoup de femmes et beaucoup plus de femmes que d'hommes qui s'intéressent à ça, je pense, en tout cas sous ce prisme-là, qui vont s'intéresser au féminin sacré. Et donc, à quoi ça sert ? L'idée, dans cette approche spirituelle, c'est d'incarner cette essence féminine et ses caractéristiques divines dans l'optique de se rapprocher de son potentiel spirituel et humain dans son incarnation sur Terre. Voilà. Et l'autre aspect intéressant, enfin qui interpelle, c'est la notion de sorcière. Spontanément, on pense aux sorcières d'antan. Est-ce que les sorcières d'aujourd'hui sont vraiment les dignes héritières des sorcières de l'époque ou on est sur autre chose? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une sorcière ? Une sorcière, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie. Donc, ça veut dire quelqu'un qui va faire des potions, qui va jeter des sorts, qui va faire des incantations, qui va aussi avoir un lien privilégié avec les astres, la lune, etc. Tout ça dans une optique qui, en tout cas dans l'imagination populaire aujourd'hui, renvoie à de la spiritualité, comme je le disais,
et un empowerment des femmes. Donc les femmes qui se disent sorcières aujourd'hui, elles le font parce qu'elles considèrent que c'est un moyen d'affirmer leur féminité, d'affirmer qu'elles existent, mais aussi de se connecter à des connaissances ancestrales, voire à des connaissances sacrées immanentes. Là, le lien historique, il n'y en a pas vraiment. Ce que les historiens savent, et donc moi j'avais fait des recherches sur ce sujet-là en particulier, c'est que d'abord, il n'y a pas que des sorcières, il y a aussi des sorciers. Alors ils étaient minoritaires, hein. Ceux qui ont été sur le bûcher étaient évidemment moins nombreux que les femmes, mais il y en avait aussi, donc ça c'est quand même important à savoir. Que d'autre part, la plupart de ces femmes qui ont été condamnées à mort ou qui ont été poursuivies, elles n'ont pas été pour des raisons spirituelles. Elles ne l'ont pas été parce qu'elles auraient eu des pouvoirs machiavéliques ou quoi que ce soit. En fait, quand on regarde les procès, parce que l'Inquisition a été vraiment très rigoureuse sur ces procès, extrêmement précise pour expliquer pourquoi telle ou telle personne a été condamnée. Donc on a énormément de traces en fait de cette époque-là, et on se rend compte qu'en réalité, les procès en sorcellerie, c'était principalement des querelles de voisinage, des querelles de famille, c'était des personnes qui en dénonçaient d'autres. C'était pas le prêtre qui disait « là-bas il y a une sorcière, elle fait des potions magiques » ou « elle fait des sabbats pendant la nuit, des cérémonies avec le diable, etc. etc. » C'était pas du tout ça. Donc en fait, si on doit essayer d'établir un lien entre les deux, il n'y en a pas de lien historique entre les deux. La plupart des personnes qui se revendiquent de la sorcellerie aujourd'hui, c'est dans une démarche spirituelle. Et elles disent « oui, on est comme les sorcières d'antan parce que on va contre le pouvoir établi, alors souvent contre la rationalité, contre aussi la science, plus dans l'intuition. On va exprimer une chose qui, aujourd'hui, dans le patriarcat que nous subissons, je reprends les termes de ce mouvement, empêche aux femmes de s'exprimer, comme les sorcières d'antan. Ben non, en fait. Les sorcières d'antan, elles ont été condamnées pas du tout pour ces raisons-là. Elles ont été condamnées par l'Église, par l'Inquisition, et non par des scientifiques, déjà, premièrement. Et deuxièmement, pour des choses qui en fait étaient des faits sociaux. Par exemple, ça pouvait être une fille qui voulait faire accuser sa belle-mère et qui disait « c'est une sorcière ». Alors pourquoi on parle beaucoup du New Age, et il faudrait peut-être le dire, c'est que la Wicca, donc cette religion présentée comme telle par son créateur Gerald Gardner, un Britannique, dans les années 40, 50, 60, la Wicca, c'est ce qui a donné naissance à notre engouement actuel de la sorcellerie. Voilà. Donc c'est cette idée que on va retrouver des racines traditionnelles, donc druidiques par exemple, mais aussi nordiques, différentes cultures, on va dire traditionnelles, et leur religion, leurs dieux et leurs déesses, pour faire des autels, des sorts, des potions, etc., etc. Donc ça, je le précise, la Wicca, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien d'ancestral, qui date des années 40-50, et qui voulait se rattacher à cette image de la sorcière du Moyen-Âge. Voilà, ça vient de là. Et alors, pour le coup, notre sujet, c'est aussi la question du féminisme et du rapport entre la sorcellerie, ou du moins la revendication d'un certain nombre de femmes en tant que sorcières, et le lien avec le féminisme. Quel lien, du coup, entre les sorcières et le féminisme contemporain? Alors, il y a effectivement des personnes dans les différents milieux féministes, puisque le féminisme n'est pas une chose monolithique, il y a des causes qui sont défendues de manière très différente d'un mouvement à l'autre, féministe. Parmi les personnes qui se revendiquent féministes, il y a effectivement des personnes qui se revendiquent sorcières. Alors, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles considèrent qu'elles sont des femmes puissantes, entre guillemets, et que donc, elles veulent s'affirmer en tant que femmes, et elles se nomment sorcières sans dire je fais des potions ou j'ai un grimoire. C'est juste, voilà, moi je suis une sorcière moderne au niveau symbolique. Mais évidemment, on va aussi avoir dans le milieu féministe des personnes qui se revendiquent sorcières, en se rapprochant beaucoup plus de l'image d'Épinal de la sorcière du Moyen-Âge ou de la Renaissance, et de dire oui, je vais être herboriste, ou je vais jeter des sorts, ou je vais être guérisseuse, en référence à des femmes qui, donc, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, pouvaient être, par exemple, des accoucheuses ou des avorteuses, ou des personnes qui proposaient une médecine de rebouteuse, etc. Donc, il y a, en fait, même au sein des sorcières, des appréhensions qui peuvent être très variées. Par exemple, une entrepreneuse, une personne sur Instagram qui vend, je sais pas, des objets, peut se revendiquer sorcière sans qu'il y ait d'envergure spirituelle. Tout comme une médium, une personne qui tire les tarots, ou même, je sais pas, une personne qui fait des tatouages mais avec des symboliques spirituelles, peut se dire sorcière. Voilà. Ça me fait penser aussi au phénomène qu'on a pu constater depuis quelques années
En librairie, énormément d'ouvrages qui sont édités vraiment en masse. Il y a un engouement certain. Est-ce que c'est un aspect de marketing qui est lié au... En gros, si je mets juste le terme sorcellerie ou féminin sacré sur une couverture de livre, est-ce que c'est sûr, j'ai mes ventes assurées? Et est-ce qu'il y a vraiment du contenu derrière? Enfin, c'est assez flagrant quand même en librairie depuis quelque temps. Oui. Alors, il y a une explosion effectivement des titres en librairie autour du féminin sacré et de la sorcellerie, ça c'est certain. Alors, j'avais discuté avec une éditrice récemment qui m'avait dit que ça commençait à s'essouffler. Personnellement, je l'ai pas vu, mais bon, peut-être que c'est le cas. En tout cas, je pense que ça correspond à deux choses en fait. Il y a un effet d'engrenage, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un réel engouement. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, les hashtags ou les publications sur ce sujet, il y en a énormément. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont emparées de ça comme d'un outil pour s'affirmer. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été vraiment symboliquement et aussi dans la pratique, en suivant des stages, en allant consulter des personnes qui pouvaient leur donner des enseignements traditionnels, en tout cas c'est présenté comme ça. Je pense qu'il y a un engouement qui est sincère de la part de beaucoup de femmes et qui est, j'allais dire spontané, c'est pas vraiment finalement le terme qui serait le plus approprié parce que il y a un effet de masse quoi. Et en face, il y a des éditeurs et des éditrices qui évidemment se disent ah mais génial, on va sortir des bouquins là-dessus, puisque évidemment leur objectif c'est de trouver des sujets qui plaisent aux lecteurs pour vendre un maximum de livres. Et donc il y a un effet boule de neige parce qu'évidemment plus il y a de livres qui sortent sur le sujet, et plus il y aura un intérêt parce que tout simplement on se dit mais c'est quelque chose de sérieux ou c'est quelque chose dans lequel je peux me retrouver, trouver des recettes. La plupart des bouquins sur le féminin sacré ou les sorcières proposent, je sais pas, comment utiliser les plantes, quelle cérémonie faire à quel moment de l'année, comment accorder, je sais pas, son cycle menstruel au cycle de la lune et qu'en faire, voilà, ce genre de choses. Donc il y a une part qui est de l'ordre du symbolique, il y a une part qui est de l'ordre du spirituel, mais il y a aussi une recherche pratique en fait chez les lectrices de ce type de bouquins. Justement, est-ce que les sorcières d'aujourd'hui ont des solutions concrètes pour la santé? Oui, le milieu de la sorcellerie moderne propose très souvent des pratiques alternatives qui prétendent guérir ou soigner au sens large. On entend souvent ce terme de soigner, qui est un terme fourre-tout et qui est plutôt pas mal quand on veut pas être accusé d'exercice illégal de la médecine. On dit qu'on soigne de manière holistique, donc ça va être soigner l'aura, soigner les énergies, et pourquoi pas, peut-être que ça aura une répercussion sur notre corps physique. On peut avoir du Reiki, on peut avoir de l'herboristerie. Alors on pourra peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur l'herboristerie, qui est un sujet intéressant, je trouve. Même ça peut aller vers la médecine quantique, par exemple, qui est une pseudo-science, une pseudo-médecine qui malheureusement ne soigne pas. Il y a eu quand même pas mal d'études là-dessus, mais vers laquelle certaines personnes se tournent pour soigner un cancer ou pour soigner d'autres choses. Donc tout ce qui est autour des traitements par les énergies peut être proposé assez facilement dans le milieu de la sorcellerie, et on retrouve ça aussi dans les bouquins. Ouais. Alors ça pose problème parce que ça peut amener à des retards de diagnostic, si on va voir une sorcière pour dire voilà, je me sens fatiguée en ce moment, je me sens pas très bien, etc. Au lieu d'aller voir son médecin, aller voir plutôt une naturopathe ou quelqu'un qui va proposer des traitements non conventionnels. Ça peut amener un retard de diagnostic, mais aussi du coup un retard dans la prise en charge. Et c'est là que ça peut être un peu dramatique. Donc je pense que là, il y a une surveillance à avoir pour les femmes qui vont se tourner vers ce type de médecine en pensant c'est une sorcière. Il y a un savoir qui a été colporté entre femmes qui pourrait peut-être me servir, me soigner, etc. Voilà, ça peut être des choses qui peuvent être dangereuses. Justement, le terme énergie est abondamment utilisé dans les médecines parallèles, alternatives, etc. Abondamment utilisé aussi dans toutes les pratiques de New Age au sens large. Qu'est-ce qu'on entend par énergie? Est-ce que on parle d'électricité? Est-ce qu'on parle d'énergie nucléaire? Quelle énergie parle-t-on? Non, alors les énergies, c'est difficile à définir car les personnes qui croient, et moi-même j'ai été croyante de ça pendant 15 ans, donc je pourrais dire je sais de quoi je parle, surtout que je sentais les énergies dans mes mains et que je pensais pouvoir guérir des gens avec mes mains et avec les énergies. Je sentais les énergies négatives, les énergies positives, etc. Donc normalement, je devrais être la bonne personne pour vous répondre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réelle définition de ce genre de choses. En fait, on la sent ou on la sent pas quelque part. Ce n'est pas en tout cas en lien avec les énergies telles que envisagées par la science, que ce soit les ondes, les énergies magnétiques, les énergies atomiques, etc. Les énergies telles que exprimées par les croyants du New Age ou les pratiquants du New Age ne sont pas mesurables par des outils scientifiques.
Du coup, à partir de là, c'est un peu compliqué de le définir. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie dans le New Age? Parce que on dit dans le New Age, nous sommes tous énergie. Ce qui, d'un point de vue physique, peut être vrai, puisque si on descend en dessous de l'atome, on se rend compte que, bah oui, on a des électrons, etc., etc. Donc, on pourrait dire, bah oui, effectivement, nous sommes tous énergie. Mais dans le sens du New Age, c'est, nous sommes énergie, nos pensées, en fait, émettent une énergie qui s'incarne dans le réel. Donc, c'est l'énergie divine, en fait, c'est ça l'origine du terme énergie, c'est l'énergie universelle divine qui se matérialise grâce à la pensée. Donc, l'univers a projeté une pensée qui s'est incarnée, qui s'est matérialisée. Et nous-mêmes, comme nous sommes une parcelle de l'univers, nous sommes une parcelle de l'énergie divine, eh bien, nos pensées vont créer notre réalité. Par quel biais? Par justement la projection des énergies. Je ne sais pas si c'est très éclairant. Ça me semble. D'accord. Il y a aussi à ça, pour moi, la question de l'intuition, parce que ça aussi, c'est un terme qui revient beaucoup, l'intuition. Alors, l'intuition existe-t-elle? Si on va faire un vote, qui pense que l'intuition n'existe pas? Il y a quelques courageuses et courageux. 3 personnes pensent que l'intuition n'existe pas. Alors, l'intuition existe. L'intuition existe. Qu'est-ce qu'on sait sur l'intuition? L'intuition, c'est une pensée automatique qui n'est donc pas réfléchie. J'ai l'intuition qu'il va se passer quelque chose. J'ai l'intuition que je vais réussir à faire telle ou telle chose. Elle nous vient en réalité de nos expériences passées. C'est-à-dire que on a ce qui s'appelle en sciences cognitives les heuristiques. Les heuristiques, c'est des réflexes de pensée qu'on a, qui sont acquis au fil de notre expérience et qui font que, par exemple, il y a des heuristiques aussi physiques. Si je me mets debout, je n'ai pas à réfléchir à comment mettre un pas devant l'autre. En fait, j'ai appris ça quand j'étais enfant et aujourd'hui, c'est une heuristique. Mettre un pas devant l'autre, c'est quelque chose d'automatique. On a aussi des pensées heuristiques qui sont donc des pensées automatiques qui nous viennent de notre expérience passée. Je sais que si j'entends une sirène, peut-être qu'il faut que je m'alarme. C'est sans réflexion, c'est quelque chose qui va me venir automatiquement. Donc, l'intuition, c'est vraiment lié aux heuristiques. C'est des mécanismes mentaux automatiques où on va déduire quelque chose de manière automatique. Alors, on peut se tromper, on a des intuitions qui nous trompent et des intuitions qui nous disent la bonne chose. Et sans doute que la plupart de nos intuitions sont bonnes. Ça ne nous empêche pas de pouvoir certaines fois les remettre en question ou y réfléchir. Mais voilà, dans le milieu spirituel, c'est énormément utilisé comme un argument en disant « suis ton intuition, débranche le mental pour prendre des décisions ». Bon, il se trouve que les intuitions ne nous permettent pas forcément de prendre une bonne décision professionnelle ou de prendre une bonne décision sur notre état de santé. Il y a des situations dans lesquelles, pourquoi pas, on peut avoir une intuition, mais ça peut être intéressant de se dire « ok, je vais quand même vérifier ». Le New Age, la spiritualité contemporaine nous dit non, n'utilise pas ton mental. Le mental, en réalité, est vu comme quelque chose qui nous déconnecte de notre essence divine, de l'énergie de l'univers. C'est une sorte de perversion liée à notre incarnation sur Terre. Notre incarnation sur Terre fait baisser notre niveau d'énergie et nous empêche d'exprimer notre plein potentiel. Si on se déconnecte de notre mental, suivant ce raisonnement, on va plus faire marcher notre intuition, donc se connecter à notre essence divine. L'intuition étant, en réalité, dans la croyance New Age, le révélateur de la connaissance avec un grand C. Donc il faut bien dissocier cette acception New Ageuse de la réalité scientifique de ce qu'on sait sur ce que c'est qu'une intuition. Ce recours à l'intuition, au terme de l'intuition, etc., dans quelle mesure n'est-ce pas une opposition volontaire à la pensée rationnelle? Ah oui, tout à fait. Alors à partir du moment où on encourage à débrancher le mental, oui, il est clair que les sorcières, comme le mouvement New Age en général, incitent effectivement à une opposition au rationalisme comme étant quelque chose qui aurait été justement ce qui a fait qu'on a persécuté les femmes au Moyen-Âge et à la Renaissance. Or, comme je vous l'ai dit, c'est l'Église catholique et l'Église protestante qui a au travers de l'Inquisition, condamner ces femmes. Du coup, ça s'inscrit sur ce passé-là. Mais qu'en font-elles concrètement les personnes qui se disent sorcières? Comment ça se manifeste en réalité dans leur pratique? Comme je le disais, en fait, il y a différentes manières de se penser sorcière. Moi, je pourrais très bien dire, je suis une femme publique, je prends la parole en tant que femme, je pourrais très bien dire, rien que pour ça, je suis une sorcière moderne. Et il y a des personnes qui le font
spécifiquement parce qu'elles prennent la parole en public. Elles se disent sorcières pour ça. D'autres vont dire, moi je suis sorcière parce que j'accorde de l'importance à mon sang menstruel et je fais des sacrifices à la lune, tous les mois. Donc c'est des registres quand même très très différents l'un de l'autre. Et puis après vous allez avoir des personnes qui vont être, comme je disais, médiums, ou qui vont faire de la voyance avec les tarots, d'autres qui vont dire qu'elles soignent avec les plantes. Donc vraiment les applications concrètes, elles sont très variées. Et pour une personne qui ne proposerait pas de service, on va dire, qui ne vendrait pas de service de tarologie ou de médiumnité, etc., et qui dirait qu'elle est sorcière, eh bien, elle va avoir des pratiques personnelles, elle va avoir des rituels chez elle, elle va se faire un autel, un grimoire, elle va se rassembler avec d'autres femmes dans ce qu'on appelle les tentes rouges. Donc, par exemple, des cercles de femmes pour parler entre elles de leur expérience, de leurs difficultés, par exemple de la misogynie ou des questions de maternité ou des questions de santé aussi. Et c'est là qu'on voit que ça peut dériver vers des pratiques qui s'éloignent encore une fois de la médecine conventionnelle. Les pratiques peuvent être aussi communautaires et le sont très souvent en réalité parce que quand on se revendique sorcière ou quand on parle de féminin sacré, et c'est là que l'aspect politique arrive aussi, c'est de dire on veut affirmer donc notre droit de vivre, notre droit de nous exprimer et aussi notre puissance en tant que femme. Et donc, on se rassemble pour le faire. On se rassemble pour en parler entre nous déjà, pour être des sorcières, sœurs entre nous, et pour s'échanger des conseils, pour se transmettre des choses voilà, que seules les femmes sauraient. Moi, je sais pas si ça existe ça, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant. Mais en tout cas, avoir cet espace de parole, et pourquoi pas, évidemment, parce que c'est important que les femmes puissent se parler entre elles dans des lieux non mixtes si elles le souhaitent. Ça, là-dessus, moi, je vois aucun inconvénient. Après, la question, c'est à quel moment ces choses-là deviennent politiques au sens pratique du terme. Donc là, je suis en train de me poser une question à moi-même, en fait. C'est une bonne question. Alors, il y a deux axes, en fait, qui sont explorés souvent dans l'aspect politique des sorcières. C'est le féminisme et c'est l'écologie. Le féminisme, concrètement, on va avoir donc évidemment ces cercles de parole qui font partie de l'activité féministe, que les femmes puissent échanger entre elles, et ça on le retrouve dans des choses tout à fait différentes de la sorcellerie, comme par exemple, je sais pas, le planning familial propose ça. Donc c'est une démarche clairement féministe que de le faire. Et d'autres mouvements féministes, évidemment, proposent des lieux d'échange sur la question de la femme, que ce soit mixte ou non mixte. Donc dans le milieu de la sorcellerie, on trouve ça. Mais est-ce que ça va plus loin que ça? Ça, c'est la question qu'on peut se poser après. Est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des propositions, je ne sais pas, des propositions de loi, par exemple, ou des activités ou des actions locales de la part des sorcières pour obtenir des droits ou pour faire en sorte que les femmes puissent s'exprimer sur des sujets au même titre que les hommes? Et là, on arrive assez vite, en fait, à des expressions vraiment, moi, ce que j'en vois, qui sont beaucoup de l'ordre de la spiritualité. C'est-à-dire, quand les femmes qui se disent sorcières s'expriment, c'est en général pour exprimer des idées spirituelles et pas des idées politiques, des propositions de loi et rarement des actions sociales. On va avoir aussi des actions du type manifestation où on va avoir des sorcières qui vont se joindre à des manifestations existantes ou en faire, et elles vont utiliser des outils comme jeter des sorts. Par exemple, on l'a vu par rapport à Trump, où il y a eu des actions qui ont été menées où des sorcières ont jeté des sorts à Trump. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça évitera qu'il soit réélu. On verra. L'avenir nous le dira. On peut avoir aussi des sorcières qui vont proposer. Ça, on le voit pas mal aussi sur les réseaux sociaux et je trouve que ça pose vraiment question. Et là, d'un point de vue politique, je trouve que ça peut être extrêmement contre-productif. On a des jeunes filles qui, par exemple, vont proposer à des femmes qui ont été violées de venir les voir. Donc, elles font des consultations, gratuites ou pas, mais elles les reçoivent. Et elles vont faire des cérémonies avec elles, jeter des sorts avec elles contre l'agresseur. Et autant on peut se dire, oui, cette femme qui a été violée et qui cherche du réconfort, qui cherche une écoute, peut y trouver quelque chose sans aucun doute, être prise en compte, pouvoir faire un récit ou pas de ce qu'elle a vécu, en tout cas avoir une oreille attentive. Autant on se dit, ce sort, peut-être qu'elle va s'en contenter, mais finalement, est-ce qu'elle va être suivie psychologiquement si elle en a le besoin, ou est-ce qu'elle va continuer sur cette voie-là un peu magique?
Et est-ce que ça lui suffira? Parce que pourquoi pas, peut-être que la magie peut lui suffire, hein. Peut-être que le simple fait d'avoir fait ce geste symbolique peut en fait la soulager, hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que c'est pas là encore un retard possible de prise en charge d'une personne qui est en détresse? Et puis évidemment, bien entendu, si elle attend de faire justice avec ce sort jeté sur son agresseur, c'est limité, quoi. Je pense que si elle veut vraiment lui porter préjudice, peut-être que ça peut être intéressant qu'elle réfléchisse à une manière de porter plainte ou de mener une action de communication avec d'autres personnes qui auraient subi des viols de la même personne, etc. Enfin bon, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cul-de-sac, en fait, quand on va faire appel à ce genre de service, qu'il y a un cul-de-sac possible, voilà, pour les personnes qui sont en détresse ou en demande d'aide. Pour les personnes qui entrent dans ces pratiques, donc il peut, j'imagine, y avoir des risques financiers, peut-être d'isolement de l'individu, de rupture avec son milieu professionnel et familial. Est-ce qu'on a des retours là-dessus? La sorcellerie, comme toutes les croyances, peut effectivement, en fonction du degré d'application et de croyance, peut amener au fait de s'isoler. Mais ça, je pense que c'est le cas de toutes les croyances. C'est-à-dire, si on est un très fervent catholique ou très fervent musulman, ou n'importe quelle religion ou croyance, peut nous isoler du reste des gens parce que on ne va plus vraiment pouvoir communiquer avec ces personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que nous, tout simplement. Après, ce qui peut se produire dans le milieu de la sorcellerie, c'est que les personnes se regroupant en communauté vont effectivement s'entraider, pouvoir parler entre elles, etc. et potentiellement s'isoler d'autres personnes qui n'auraient pas les mêmes croyances qu'elles. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est difficile de parler à quelqu'un qui n'a pas la même croyance que soi. Par exemple, si je fais des cérémonies avec mon sang menstruel au moment de la pleine lune, c'est pas un truc que je vais raconter facilement à n'importe qui. Donc, je vais vouloir me rapprocher des personnes qui me comprennent, des personnes qui font la même chose ou que ça intéresse, qui sont sensibles à ça potentiellement. Donc, il y a des personnes avec qui je vais plus communiquer de moi-même, en fait, en tant que croyante. Moi, c'est aussi ce que j'ai fait quand j'étais croyante. J'ai pas fait de cérémonie avec mon sang menstruel, je tiens à le préciser. Mais j'aimais bien regarder la lune. Et on va soi-même, de soi-même, et sans forcément se dire cette personne est mauvaise pour moi, mais juste parce qu'on voit qu'on n'a plus cette connexion possible. Quand on est passionné par ce qu'on fait, et on peut être passionné par la sorcellerie, finalement se rapprocher plutôt de personnes qui sont comme nous. Après, il y a aussi le fait que l'entourage peut être critique et peut dire mais c'est quoi ces conneries, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ces peintures avec ton sang? Voilà, ressaisis-toi. Du coup, ça fait qu'il peut y avoir des conflits familiaux au sein de la cellule familiale, hein, on peut voir ça aussi au sein du couple, etc. Et là, effectivement, si on y tient vraiment et si c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans notre vie, ça peut créer un ostracisme, une différenciation telle qu'on s'isole. Et évidemment, alors après, il y a aussi des choses qui peuvent arriver, qui est la dérive sectaire, où une personne, une sorcière ou une médium, ou etc., va avoir un ascendant psychologique sur les personnes qui viennent la consulter. Et là, évidemment, il peut y avoir emprise mentale, manipulation, escroquerie, etc., etc. Mais ça, je veux dire, on peut le retrouver dans beaucoup de domaines du New Age. Et il y a tout ce qui va toucher à la croyance et à la magie, où on va avoir une personne qui sait, et puis une personne qui apprend, qui est initiée, qui souhaite l'être en tout cas, ou une personne qui reçoit l'enseignement. Et effectivement, dans ces cas-là, il peut y avoir des dérives. Est-ce que, avec la pandémie que nous avons vécue, il y a eu une augmentation des phénomènes de nouvelle spiritualité au sens large? Parce que c'était quand même une période assez troublée, tous les individus ont été choqués et l'ont vécu de manière différente. Est-ce qu'il y a eu là-dessus un développement plus qu'en temps normal, je veux dire? Ça, c'est une question qui est très intéressante et j'allais dire que tout le monde se pose. En fait, je pense que tout le monde se pose pas cette question et beaucoup de gens pensent que oui, il y a eu un fort développement de la spiritualité avec le Covid. En réalité, il est probable que non. On ne sait pas encore, on verra avec le recul, mais il est probable que ce qui s'est passé surtout, c'est une exacerbation de son expression. C'est-à-dire que les gens se sont sentis libres d'en parler ou ont senti l'urgence d'en parler parce que quand on est dans une situation de crise, une situation de détresse personnelle, on a besoin de repères. Et quand on ne sait pas ce que c'est que cette pandémie, surtout au début de la pandémie, on peut avoir cette tendance naturelle chez l'être humain de se raccrocher à des réponses possibles et donc à des croyances. Mais ces croyances, sans doute, elles préexistaient. Elles préexistaient au Covid. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les gens ont beaucoup communiqué là-dessus. Il y a eu beaucoup d'échanges d'informations. Et donc,
On a eu l'impression tout à coup d'un embrasement. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de dire si c'était réellement une augmentation de la croyance ou si c'était juste qu'on la voyait plus, en fait. Et moi, je pense que c'est plus qu'on la voyait plus. En préparant ta venue, on est tombé sur une donnée intéressante, c'est le rapport de la Miviludes de 2021. Alors la Miviludes, pour ceux qui savent pas, c'est donc la mission interministérielle qui en fait n'est plus interministérielle, mais le nom est resté. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Ouais. Miviludes. Et donc c'est un rapport vraiment très intéressant à consulter. Et pour 2021, une augmentation, le chiffre est assez impressionnant, de 33% de signalements dus aux, entre guillemets, entrepreneurs du bonheur. Et donc là, je pense qu'il y a aussi un aspect très intéressant par rapport à des pratiques telles que la sorcellerie peut être mise en avant. C'est vraiment des chiffres qui questionnent. Alors, les entrepreneurs du bonheur, je pense que ça peut regrouper aussi tout un tas de choses du type coaching. Et là, on s'écarte quand même de notre sujet. Donc, que les gens aient recours et payent des gens pour leur donner des recettes, des méthodes, leur donner aussi un lieu d'échange, de dialogue et d'espoir. En période de crise, oui. Après, le fait qu'il y ait plus de saisines, plus d'alertes auprès de la Miviludes, ça peut être lié tout simplement à la visibilité dont je parlais juste avant. Donc il faut faire attention. Corrélation, causalité. C'est pas parce que deux choses se produisent en même temps que l'une est cause de l'autre. Peut-être qu'il y a eu plus d'alertes parce que plus de visibilité et donc que les gens se sont dit attention, là il se passe quelque chose. Et c'est très bien si effectivement il y avait danger pour ces personnes d'alerter les instances compétentes. Et je pense que oui, il y a aussi une plus grande visibilité de la Miviludes elle-même. On en parle plus, donc les gens vont vers la Miviludes parce que avant ils ne savaient pas que ça existait. Aujourd'hui, ils en ont entendu parler aussi un peu plus. Pour revenir un petit peu sur l'articulation sorcellerie-féminisme, j'en ai un petit peu parlé, mais quelle serait pour le coup la plus-value qu'apporterait la sorcellerie à la lutte féministe? Alors, la sorcellerie en tant que telle, c'est-à-dire vraiment si on parle de spiritualité et de magie, mon avis personnel, je pense que là je peux donner qu'un avis personnel parce que je peux pas donner d'études là-dessus, mais je pense pas que ce soit forcément utile pour le féminisme, c'est-à-dire pour l'action de faire reconnaître plus de droits aux femmes, d'égalité, d'accès aux soins, ou d'accès à l'éducation, etc., à l'expression. Je suis pas sûre que la sorcellerie permette ça, au travers donc d'activités magiques. Je pense qu'il y a des personnes qui voient un intérêt, encore une fois, pour l'aspect communautaire et l'aspect dialogue. Même sur les réseaux sociaux, sans forcément se voir en vrai, il y a plein de communications autour de la sorcellerie qui donnent un sentiment d'émancipation et rien que de prise de parole. Le problème qui est derrière, c'est quand on prend la parole pour dire des choses fausses. Et dans la sorcellerie, il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites. En fait, c'est ça le truc. Et là, je parle pas de spiritualité parce qu'on peut pas dire qu'une spiritualité est fausse ou vraie. Je parle de faits comme les pratiques alternatives pour soigner, des idées sur, par exemple, la santé des femmes, dans ces fameuses tentes rouges. Il peut y avoir énormément de fausses informations qui circulent, en fait, et qui peuvent être problématiques, et qui vont d'autant plus se répandre qu'il y a cette communication, soit dans les rassemblements en vrai, dans la vraie vie, soit sur les réseaux. Donc, moi, mon avis sur la sorcellerie dans le féminisme, je pense que ça peut être très contre-productif, en fait, parce qu'on se maintient dans un idéal qui nous éloigne du réel et d'une lutte qui a vraiment des raisons d'être en fait, donc qui mérite des actions concrètes. C'est en quelque sorte une évasion du monde réel, alors qu'il y a des vrais besoins et des vraies luttes à porter sur le terrain du point de vue féministe. Évasion du monde réel, je sais pas si on peut dire ça. En fait, chaque personne qui se tourne vers la sorcellerie a des raisons propres. Et il peut y avoir des personnes qui ont un goût pour l'imaginaire, des personnes qui ont un goût pour les symboles, des personnes qui ont un goût pour les rituels et des choses ésotériques, etc. Et il y en a d'autres qui peuvent y aller pour des raisons très concrètes. Encore une fois, la rencontre avec d'autres femmes, sortir de son isolement. Il y a vraiment des femmes, et c'est pas pour rien que le féminisme existe, il y a des femmes qui sont dans des situations complexes, des situations difficiles, qui n'ont pas d'oreille attentive, qui sont ostracisées, qui vivent isolées, qui n'ont pas de recours, et qui trouvent dans ces rassemblements des choses très concrètes, pas du tout hors du réel, au contraire. Après, là où moi je mets un bémol, c'est est-ce que les réponses qu'on leur donne à ces femmes-là, elles sont à la hauteur de leurs besoins, voilà. Et est-ce qu'elles les égarent pas? Je pense que dans certains cas, ça peut être le cas. Je pense qu'il faut pas non plus dénigrer ça en disant c'est des personnes qui veulent sortir du réel, c'est des personnes qui veulent échapper à la réalité.
Pas forcément, au contraire, des personnes qui veulent gérer leur réel, trouver des solutions et qui se tournent vers ça. D'accord. Une question peut-être plus générale sur les croyances. Je sais que la spiritualité Wicca est une spiritualité athée, en quelque sorte qui ne reconnaît pas de Dieu. Alors c'est faux, Alors c'est totalement faux. D'accord, ok, d'accord. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Fausse information en direct. Fausse information, d'accord. La Wicca est athée. D'accord. Je crois que t'es viré, Laurent. Ouais, je suis viré. Bon. Non, au contraire, la Wicca a un panthéon de dieux illimité. D'accord. Donc elle est tout sauf athée. D'accord. En tout cas, elle n'est pas monothéiste en tout cas. Voilà. Plus généralement, puisque tu t'intéresses vraiment à toutes les croyances, la question que je me pose moi, c'est quand on sort d'une religion, tout d'un coup on se déclare athée, alors qu'on vient d'une religion. Il m'a semblé remarquer que souvent on remplit le vide laissé par cet athéisme décidé par une autre croyance ou par d'autres croyances. Est-ce que c'est nécessairement le cas, à ton avis? Et question subsidiaire pour le coup, comment se débarrasser aussi de ces croyances-là, c'est-à-dire comment arriver à sortir? D'abord, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Question. Voilà. Disons, est-ce que le vide laissé par un dieu qu'on a éjecté de sa vie, en quelque sorte, est-ce qu'il est normal, naturel, je sais pas, est-ce que c'est souhaitable de le remplacer nécessairement par une autre croyance? Je prends un exemple, quelqu'un qui était catholique, tout d'un coup, va se mettre à croire à la réincarnation, à l'astrologie, au karma, etc. Ce sont finalement d'autres croyances. Un exemple au hasard. C'est un exemple au hasard. Tout à fait. Je pense qu'on va recaler un autre rendez-vous. Oui, une consultation. Des consultations. C'est ça. Promotion aujourd'hui, 2 000 € de l'heure seulement. Parfait. Je prends. Alors, premièrement, comment faire pour ne pas replonger dans une nouvelle croyance? Bah, pourquoi pas? On a le droit de croire quand même. Première réponse. Deuxième réponse. Question très intéressante que moi, j'adore. J'adore cette question. C'est comment ne pas retomber dans une croyance quand on veut ne pas en avoir. Par exemple, donc, je deviens athée et je pense que je n'ai plus de croyance. Alors ça, c'est vraiment de la réflexion, on va dire, quasiment philosophique, hein, que je vous livre là, ça n'a rien de scientifique. Mais c'est une question qui me passionne. En fait, pourquoi est-ce qu'on est dans une croyance? Une croyance nous apporte quelque chose. Hein. C'est pas pour rien qu'on est dans une croyance. Elle répond à quelque chose. Si on sort d'une croyance, je ne veux plus croire en Dieu, ou je décide que je ne crois plus en Dieu, ou je pense, je ressens que je ne crois plus en Dieu. Si je ne me pose pas la question de savoir pourquoi je croyais en Dieu, qu'est-ce que ça m'apportait, pourquoi j'ai cru en Dieu aussi longtemps, pourquoi ça m'a fait souffrir de sortir de cette croyance, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui en n'étant plus dans cette croyance. Si je ne me pose pas toutes ces questions, moi j'ai tendance à penser que les mécanismes sous-jacents vont persister en fait, hein, et que c'est pas parce que je quitte Dieu catholique que mes besoins, mon penchant va disparaître du jour au lendemain. Et donc, eh bien, c'est aussi la raison pour laquelle je fais ce podcast, parce que je trouve que c'est, bon, un puissant fond, hein, évidemment. On n'aura jamais fini de questionner nos croyances, et l'idée n'est pas forcément d'en sortir, mais de savoir à quoi on croit, en fait, parce que quelquefois, on se rend pas compte de ce en quoi on croit. On croit qu'on pense des choses factuelles, et quand on se penche dessus, quelquefois, on réalise que ce n'est pas factuel du tout, et que c'est une croyance, comme par exemple la croyance aux sorcières, qui renverrait aux sorcières du Moyen-Âge. Donc on croit qu'on se réfère à une image de la sorcière réelle, alors qu'en fait, elle est sublimée. Elle a été sublimée par notre Gerald Gardner britannique. Ça aussi, c'est intéressant de le savoir. Donc voilà, je pense qu'il est important, intéressant en tout cas, de nous questionner sur nos croyances, pourquoi on croit à des choses, qu'est-ce que ça nous apporte. Et une fois qu'on s'est questionné sur ça, peut-être que la croyance qu'on est en train de questionner, elle nous est utile, peut-être qu'elle nous est utile, et peut-être que en même temps, on peut l'aménager un peu. Peut-être que dans notre pratique, elle nous fait un peu souffrir et que on pourrait pratiquer différemment. Dans une croyance donnée, il peut y avoir différentes notions. Et par exemple, dans le New Age, c'est un peu le buffet à volonté, hein, parce qu'on peut choisir parmi plein de croyances très variées. On peut très bien ne pas croire aux reptiliens en étant dans le New Age, aux extraterrestres reptiliens, qui est une croyance parmi tant d'autres dans le New Age, mais on peut croire aux énergies, on peut croire à la pensée positive, mais ne pas croire à l'astrologie, qui elle aussi a intégré le corpus des croyances New Age, avec l'ère du Verseau, hein, n'est-ce pas, qui est quand même une notion importante du New Age, mais il y a des gens qui ne croient pas à l'astrologie en étant dans le New Age. Donc on peut aussi, en questionnant notre croyance, l'aménager en disant, bah, en fait, cette croyance en l'astrologie, elle me convient plus, je me rends compte que je prends des décisions avec l'astrologie qui m'ont pas été très bonnes, et je ne crois plus en fait à cet outil-là, mais je veux quand même croire que je suis un avec l'univers, par exemple.
C'est ça que je veux dire aussi, c'est que faut pas avoir peur. On peut en avoir peur un peu quand même, mais il faut pas avoir peur de questionner ses croyances, parce que c'est pas parce qu'on questionne une croyance qu'on va l'abandonner forcément. Voilà. On peut l'aménager, en fait. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, en fait, de questionner ses croyances, c'est de se rendre compte que certaines nous font du mal, en fait. Et il n'y a pas de raison de se faire du mal pour une croyance. Il vaut mieux en changer dans ces cas-là. Ça marche. Vous avez sûrement des questions, des remarques, des choses avec lesquelles vous êtes peut-être pas d'accord. Je vous invite à vous exprimer. Bonsoir. Bonsoir. Je trouve que dans votre discours, il y a vraiment une vision binaire de l'homme et de la femme. Et est-ce que il est en prise en considération dans ces mouvements spirituels de l'identité des genres? Est-ce que être une sorcière, c'est vraiment juste une femme née avec un utérus dans ces mouvements en général, quoi? Oui. Je peux parler de la croyance en la sorcellerie et au féminin sacré, qui est effectivement une vision relativement, je dis relativement pour être sympa, binaire. C'est-à-dire que, comme je le disais, il y a cette essence féminine et on le retrouve dans la Wicca, qui est à l'origine de la sorcellerie moderne. Dans le panorama des dieux et des déesses, on a clairement des dieux et des déesses, justement, avec chacun leur pôle, le pôle féminin et le pôle masculin. Alors, on retrouve dans le mouvement New Age, que ce soit Wicca ou féminin sacré, quelles que soient les variantes, clairement d'un côté les femmes qui sont dans l'intuition, les femmes qui sont dans la douceur, les femmes qui sont dans la spiritualité, les femmes qui sont dans la procréation, dans la maternité, le côté maternel, maternant, la lune. Et puis on a de l'autre le côté masculin qui est le côté protecteur, le côté force, canalisation de la violence, de la force qui protège, mais aussi le côté de la rationalité quelque part chez les hommes. Et donc tout ça évidemment est très ce qu'on appelle essentialisant, c'est-à-dire que on va unifier, uniformiser certaines populations. Donc les femmes vont être comme ça, les hommes vont être comme ça, mais au même titre qu'on pourrait dire les personnes noires sont comme ça ou les personnes homosexuelles sont comme ça. Ça c'est de l'essentialisation, c'est-à-dire que en fait on met dans une boîte, dans une case, une personne. Et ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Et on le retrouve beaucoup. Alors en même temps, dans tous ces milieux, les gens vont vous dire mais pas du tout. On n'est pas du tout essentialisant. Parce que chez chaque femme, vous allez avoir aussi une part masculine. Et chez chaque homme, vous allez aussi avoir une part féminine. Les hommes sont encouragés à développer leur part féminine, justement pour retrouver l'unité divine, où tout n'est qu'un à l'arrivée. Et donc, nous, notre objectif, c'est pas du tout de nous cantonner d'un côté aux hommes et d'un côté aux femmes, mais c'est au contraire de faire en sorte que les femmes puissent exprimer leur côté masculin et que les hommes puissent exprimer leur côté féminin. Bon, sachant que dans l'ère du Verseau, l'idée c'est plutôt de canaliser vers le retour au matriarcat originel, qui est une autre fable de l'histoire féministe, puisque ça n'a jamais existé d'un point de vue historique. En tout cas, on n'a aucune trace d'un matriarcat original qui serait antérieur à la domination masculine. Donc ça, je vous le dis, c'est une information importante. Et donc, vous avez dans ces milieux-là des gens qui vont dire mais pas du tout, on est très inclusif aussi des personnes trans, des homosexuels, etc., etc. Mais dans la pratique et vraiment dans la croyance elle-même, et moi je l'ai vécu de très près parce que j'étais à fond dans le féminin sacré aussi, mais je le vois aussi tout simplement dans ce qu'on peut voir de l'expression aujourd'hui actuelle du féminin sacré et des sorcières. Il y a clairement une symbolisation, on magnifie le côté féminin, on le symbolise au plus haut point. Quand je parlais tout à l'heure du sang menstruel, il y a des femmes qui font des peintures avec, etc. Ça devient des objets sacrés. Donc il y a vraiment ce côté-là poussé à l'extrême, du féminin d'un côté, du masculin de l'autre, sur des bases qui, étonnamment, rejoignent quand même beaucoup les stéréotypes de genre actuels. Bonjour. Bonjour. Alors, moi j'avais une question à propos des énergies. Vous avez parlé de votre propre expérience sur les énergies que vous ressentiez et que vous avez perdues. Et je me demandais... je les ai pas perdues. Je peux comprendre le mécanisme où on est révélé à ça et on découvre les énergies. Est-ce que le mécanisme inverse existe du coup? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience personnelle? Vous voulez que je vous raconte ma vie? Mais surtout, est-ce que ça fait pas appel finalement au même mécanisme, le fait d'être révélé à quelque chose quand on n'a pas de croyance et d'être autant révélé à la non-croyance quand on en a?
C'est possible. Effectivement, je pense que ça rejoint un peu la question tout à l'heure sur les personnes qui passent de l'athéisme à une autre croyance. Je pense qu'il y a, d'un point de vue cognitif, des mécanismes sans doute parallèles entre le fait d'adhérer à une croyance et le fait d'en sortir. C'est quelque chose que j'explore énormément dans mes podcasts, puisque dans mes podcasts, il y a 2 grands types d'émissions. Il y a des émissions avec des experts, donc par exemple des neuroscientifiques, des psychologues, des sociologues, des historiens, etc., qui nous parlent de ce qu'ils savent sur la condition humaine, sur la manière dont les humains pensent ou ont pensé à travers l'histoire. Et de l'autre côté, on va avoir des émissions de témoignages où là, on explore avec une personne qui est sortie d'une croyance très forte, qui était très forte dans sa vie, pourquoi elle croyait à ça et pourquoi elle en est sortie. Et je pense que les mécanismes de croyance et de décroyance sont sans doute un peu des mécanismes miroirs, pour reprendre du vocabulaire New Age. Les choses peuvent effectivement être cognitivement, humainement, sans doute assez proches, d'autant plus proches si on sort d'une croyance par réaction. Par exemple, si je sors d'une croyance parce que j'ai été pointé du doigt par la communauté et je décide de ne plus croire et que ça ne me convient pas, eh ben, ça peut être un peu assimilable à quelqu'un qui entre dans une croyance parce qu'il a été rejeté par sa famille et qu'il a trouvé une nouvelle communauté. Donc on pourrait faire des parallèles. Maintenant, la question des énergies, je pourrais aujourd'hui retrouver totalement, je pense, les sensations que j'avais dans les mains. Je ne souhaite pas le faire parce que c'est pas un terrain que j'ai envie de continuer à explorer, ou dans le corps d'ailleurs, parce que j'avais quand même des sensations corporelles très intenses, des sensations de dilatation de mon corps, de mon aura, etc., qui s'élargissait, qui s'expansait, etc. Des sensations d'énergie positive, négative, des sensations de réduction des énergies négatives pour les faire disparaître, etc. Si j'ai arrêté de le faire, c'est juste parce que je n'y ai plus trouvé mon compte. Je n'y ai plus trouvé d'intérêt. C'est comme si j'avais arrêté le badminton, quoi, vous voyez. J'ai décidé que j'avais plus envie de faire du badminton. J'ai arrêté. Ça veut pas dire que je peux pas en refaire demain, en fait. Pourquoi est-ce que je pourrais à nouveau ressentir des énergies? Parce que j'ai un vécu tellement intense que c'est comme faire du vélo, en fait. On ne peut pas, du jour au lendemain, ne plus savoir faire de vélo. À moins d'avoir un problème dans l'oreille interne ou autre. Tout à coup, une nouvelle donnée, en fait, qui fait qu'on n'y arrive plus. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, si je dois faire un parallèle avec une autre pratique spirituelle comme les trans chamaniques. C'est des choses qui, une fois qu'on l'a vécu et qu'on l'a répété, on peut le régénérer très rapidement. En fait, si on doit donner une explication cognitive, neurocognitive à ça, le cerveau peut assez facilement se remettre dans des états qu'il a déjà connus. Donc non, j'ai pas arrêté de le sentir en fait. J'ai juste décidé que j'avais plus envie d'explorer cette voie-là. Et le badminton? Alors, le badminton, j'en ai fait un peu. Mais c'est dur. Ça tue les cuisses, quoi. Bonsoir, merci pour ces informations. Moi, j'avais plusieurs éléments qui se percutaient à travers tout ce que vous nous avez dit. Il y a l'image de la sorcière et donc de ce nouveau féminisme. Aujourd'hui aussi, le problème de la place de la science et de croire en ce que nous dit la science et de ce qu'elle démontre, où on a clairement une diminution de la croyance de ce que les scientifiques apportent, où ils sont obligés aujourd'hui de lutter et on croit plus ce qui se dit sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux que ce que disent vraiment les scientifiques. Et en fait, je me demandais dans quelle mesure les sorcières, à travers cette image de donneuse de sort, entre guillemets, et donc de ne pas choisir d'avoir une position, on va dire, ou politique ou sociale, en quoi elles aident et portent le féminisme plutôt qu'elle ne le dessert, et comment cette image pourrait être utilisée au contraire pour casser un petit peu cette image du féminisme et on sait bien qu'on n'a pas fini de lutter, on est bien d'accord, que la sorcière a aussi utilisé pour écraser les femmes, et je me demandais justement à travers tout ça, finalement, est-ce qu'elle sert vraiment la cause du féminisme ou pas? Oui, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre deuxième question, en essayant de ne pas l'oublier, vous dire que aujourd'hui, les études qui sont faites sur la réception par le grand public de la science, elle est bonne. C'est-à-dire que il n'y a pas d'infléchissement de la confiance en la science. Donc là encore, c'est une perception qu'on a. On se dit, les gens croient plus à la science. En fait, si. Les gens croient beaucoup plus à la science qu'aux journalistes. En fait, les scientifiques ont un crédit énorme chez les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, les gens vont pas avoir recours à d'autres choses qui sont pas de la science.
Il y a vraiment aujourd'hui une grande confiance dans la science. En fait, il ne faut pas croire que c'est l'inverse. Ça, c'est une chose. C'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques qui le disent. Et j'y crois. La deuxième question était, la sorcellerie peut-elle servir le féminisme, qui est une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais je vais y répondre différemment. En fait, la raison pour laquelle les sorcières et le féminin sacré, les personnes qui sont adeptes du féminin sacré, ne mènent pas d'action politique ou sociale, la plupart du temps, c'est que le New Age dit « nous sommes énergie, nous sommes Dieu ». Moi, je suis Dieu, vous êtes Dieu. Donc, on agit à un niveau subtil. On n'a pas besoin d'agir dans le réel concret, parce que ce qui compte surtout, c'est nos énergies subtiles. C'est notre aura, c'est ce qu'on dégage, puisque nos pensées créent notre réalité. Changeons nos pensées. Changeons-nous d'abord nous-mêmes. Et donc, il faut développer notre spiritualité, il faut nous éveiller pour avoir accès à notre plein potentiel. Et donc, à partir de là, on changera le monde. C'est ça, la stratégie du New Age. On va effectivement faire des cérémonies, on va effectivement se rassembler entre soi, on va créer des communautés, des éco-villages, etc., qui sont très souvent inspirés par la spiritualité New Age, pas toujours, mais très souvent. Et en fait, c'est ça notre projet. C'est comme ça qu'on porte notre projet. Et il en va de même pour le féminisme. Ce qui compte, c'est d'exacerber notre essence féminine. C'est ça qui compte. Alors, moi, personnellement, je ne trouve pas que ce soit satisfaisant pour la cause féministe. Je ne pense pas que ce soit utile et je pense même que c'est contre-productif parce que ça canalise notre énergie, notre action, notre désir de changement sur des outils qui ne sont, à mon sens, pas efficaces. Je voulais savoir si, par rapport justement aux faits scientifiques, est-ce qu'il y a des études un peu à l'image de l'expérience de Munich avec les sorciers qui auraient été menées pour mesurer l'efficacité des sorcières? Pas à ma connaissance. Je me demandais si, dans toute la partie sorcellerie, tu avais remarqué qu'il y avait systématiquement le côté féminin sacré qui ressortait. Non. Parce que moi, j'avais l'impression que les deux étaient assez distincts, justement, oui. Et que ça se mélangeait pas tellement. Ça dépend des communautés, en fait. Il y a des sorcières qui disent que le féminin sacré, c'est de la merde. On est d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Moins l'inverse, par contre. Les personnes qui croient au féminin sacré peuvent se revendiquer sorcières. Mais il y a beaucoup de courants très, très, très différents. Hein. C'est vaste. Hein, donc, je pense qu'il y a une interpénétration par le fait que ça touche au même sujet, qui est le pouvoir des femmes, en fait. Mais effectivement, il y a énormément de sorcières qui ne croient pas au féminin sacré, qui s'y opposent même. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué très brièvement au début l'utilisation de l'herboristerie et la sorcellerie moderne. Vous aviez dit que vous y reviendrez, donc est-ce que vous pouvez y revenir? Oui. Alors, l'herboristerie. Les sorcières utilisent pas mal les plantes, en tout cas, elles le mettent en avant. Et notamment pour des vertus médicinales. En disant que, de toute façon, la médecine conventionnelle moderne vient de l'herboristerie. Et c'est vrai. C'est-à-dire vient de connaissances historiques qui se sont amassées au fil des siècles autour de l'utilité d'utiliser des plantes pour guérir. De fil en aiguille, la science, la chimie, la médecine nous a permis de voir que on pouvait, en isolant certaines molécules de certaines plantes, avoir des agents actifs plus ciblés et plus efficaces, plus condensés, pour traiter des maladies. Mais il y a des personnes qui continuent à dire, oui, mais l'herboristerie, donc soignée par les plantes, c'est important, c'est intéressant et c'est plus naturel. Entre les deux, il y a la phytothérapie. La phytothérapie étant également un soin par les plantes, mais qui se rapproche de la médecine conventionnelle, en isolant certains agents des plantes pour traiter les personnes. Mais l'herboristerie, elle prend les feuilles, donc elle prend les plantes elles-mêmes et on vous les propose en tisane, par exemple. Et là, on va vous dire, on peut vous soigner avec ça. Et effectivement, on a des plantes qui sont connues pour avoir des actions sur le corps. Par exemple, il y en a une qui est extrêmement connue, c'est le millepertuis, qui est connu et reconnu scientifiquement pour ses vertus d'antidépresseur. Le millepertuis, pour des dépressions légères ou modérées, est efficace, plus que du placebo, et à la même hauteur que les antidépresseurs, les molécules. Donc c'est extraordinaire.
Voilà, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui montrent son efficacité. Le problème de cette plante, mais des plantes en général, quand on veut les utiliser pour se soigner, c'est qu'elles ont d'autres agents que le principe actif qu'on recherche, comme par exemple l'antidépresseur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est le cas du millepertuis, et c'est la raison pour laquelle on ne le prescrit pas ou on évite, c'est qu'il y a des agents, en fait, dans la plante qui vont entrer en conflit avec d'autres traitements. Donc, si vous prenez, par exemple, un anticoagulant, vous êtes sujet aux AVC, et que vous prenez du millepertuis, il y a de fortes chances que vous capotiez assez vite. Donc, c'est un peu gênant parce que c'est bien pour la dépression, mais ça vous fait un arrêt cardiaque. Parce que vous prenez ce médicament anticoagulant. Il y a une incompatibilité. Et on peut soupçonner aussi, et ça, il y a eu moins d'études là-dessus, que le millepertuis allié avec d'autres plantes puisse aussi avoir des effets délétères. Et ça, je prends l'exemple du millepertuis parce que c'est la plante qui a vraiment des effets extraordinaires en tant que plante toute seule sans qu'on isole vraiment les molécules. Mais dans l'herboristerie, on a aussi beaucoup de plantes qui sont mises en avant et pour lesquelles on n'a aucune preuve de leur efficacité. C'est-à-dire que il y a très peu d'études qui sont faites souvent sur ces différentes plantes. Et quand il y en a qui sont faites, on arrive rarement au-delà du placebo. Donc voilà, c'est problématique. Après, il y a des plantes évidemment qui ont des vrais effets et dont on a pu isoler les molécules pour en faire des médicaments vraiment efficaces. L'idée n'est pas de dire que les plantes n'ont pas d'efficacité, on est d'accord, mais disons qu'aujourd'hui avec la médecine conventionnelle, on a accès à des traitements qui sont plus efficaces. Après, dans l'herboristerie, il y a un autre truc qu'on retrouve aussi beaucoup dans la notion de sorcellerie, qui est le côté naturel, l'appel à la nature ou l'appel à la tradition aussi. C'est-à-dire, ce qui est traditionnel, ce qui est ancien, est forcément meilleur que ce qui est nouveau, ce qui est moderne. Si ça a été utilisé pendant des millénaires ou des centaines d'années, c'est bien que ça a une utilité. Oui, peut-être, quelquefois non. Par exemple, la saignée a été utilisée pendant des millénaires et sur plusieurs continents en même temps. A priori aujourd'hui, il n'y a plus trop... je crois qu'il y a un cas à repérer où la saignée peut être un outil pour soigner la personne. Mais la plupart du temps, ça l'affaiblit et ça la fait mourir assez plus vite, quoi. Et pourtant, pendant des millénaires, des gens ont fait ça. Et des médecins ont pu dire que la saignée, c'était important, que c'était un outil vraiment efficace pour soigner les rois et les manants. Donc, bon, c'est pas parce que c'est traditionnel que forcément c'est bon. Et puis surtout, on évolue, l'état des connaissances évolue, et peut-être qu'il y a mieux. Voilà, donc dans le cas de l'herboristerie, c'est le cas pour traiter des maladies. Après, il y a aussi la question de l'appel à la nature, qui est de dire c'est naturel, alors que les molécules isolées en laboratoire, c'est chimique. Bon, en fait, les plantes, c'est aussi chimique que les molécules isolées en laboratoire, parce que c'est de la chimie, c'est des molécules aussi, sauf qu'elles sont là dans la nature, on va dire. Et c'est pas parce qu'une chose est naturelle qu'elle ne va pas vous tuer. Il y a quand même beaucoup de plantes qui peuvent nous tuer, combinées ou pas combinées avec d'autres plantes. Bonsoir. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la spiritualité New Age qui dessert le féminisme. Alors ça, c'est uniquement de mon expérience, mais j'ai fait une formation de naturopathie, moi, à la base. Et j'ai remarqué qu'il y avait une grande vénération de l'utérus et que du coup, en fait, la femme était plutôt réduite à l'organe génital en lui-même. Et du coup, en tout cas, dans la formation que j'ai faite, toutes les connaissances étaient reliées à ça. Notamment, par exemple, les cycles, avec tous les livres de Miranda Gray, notamment. Pendant la période de règles, généralement, la femme est censée se reposer. Après, il y a les périodes où elle sera plus productive, etc. Pareil, tout ce qui est herboristerie, on nous parlait souvent de plantes en fonction de nos cycles. Et du coup, pour moi, l'expérience était plus complètement arriérée et mise dans des cases, en fait. Alors que certaines femmes dans le groupe ne s'identifiaient pas du tout, en fait, à leur utérus. Et, ah bon? Du coup, voilà, moi, c'était juste pour rebondir là-dessus et ce pourquoi je pense que ça dessert aussi un peu le féminisme, quoi. Merci pour votre partage. Je pense que c'est pas forcément toutes les formations en naturopathie qui sont axées là-dessus. Peut-être que vous étiez dans une école. Moi, j'étais à l'école d'Argère Univers. C'est une des premières écoles avec Philippe Marchessault, un des pionniers de la naturopathie. Donc, Bon, de toute façon, il y a clairement dans la naturopathie qui est, je précise, une pseudoscience, qui n'a pas pu prouver son efficacité pour traiter les gens. On en entend beaucoup parler en ce moment, mais voilà, c'est pas efficace pour soigner les gens. Et ça peut même être dangereux. Il y a effectivement une essentialisation très présente. Après, l'utérus, spécifiquement, j'avais pas spécialement entendu ça, mais ça m'étonne pas.
Il peut y avoir des variantes peut-être entre les écoles, je ne sais pas. Un homme. Bonjour. Je voulais savoir, on a mentionné le terme écologie à un moment. Est-ce qu'il y a une approche un peu plus terre à terre de sorcellerie, de se dire on a peut-être à gagner d'apprendre sur l'arboristerie, on n'aura peut-être pas un approvisionnement en médicaments continu et ça vaut le coup de faire ça, ou alors est-ce que ça peut ne pas être spirituel, cette recherche de l'arboristerie, ou basée sur des appels à la nature Bien sûr. La question que je voulais poser, elle était sur l'essentialisme, parce que c'est un truc que j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup dans énormément de croyances, en particulier des croyances récentes, et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement essentialiste, qu'il y a de plus en plus de croyances essentialistes, notamment dans le terfisme, les mouvements racistes, beaucoup de théories, et aussi au final dans le féminin sacré, chose de très très essentialiste. Je voulais savoir si vous avez cette impression là aussi, que c'est quelque chose qu'on voyait de plus en plus, et si c'est une approche qui est un peu trop philosophique ou qui vous intéressait, ce dont vous pensiez parler à un moment ou un autre en podcast. Ah bah oui, alors la prochaine émission sera sur la transidentité, donc vous imaginez bien qu'on va parler d'essentialisme, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Grande question. Bon, est-ce qu'il y a plus d'essentialisme aujourd'hui qu'hier? Mon intuition me dit que non. Je pense que c'est très humain, très normal, entre guillemets, pour nous les humains, de mettre les gens dans des cases. Ça fait partie des mécanismes d'heuristique dont je parlais tout à l'heure, des réflexes de pensée. On ne peut pas tout questionner en permanence, on ne peut pas en permanence se demander est-ce que j'ai bien défini telle chose ou telle personne. Voilà. Donc en fait, on fonctionne par cases. Et quand on a le temps ou quand on a un intérêt spécifique sur quelque chose, on va potentiellement questionner les choses plus à fond. On va aller contre notre intuition et aller plus loin. Mais la plupart du temps, on fonctionne par heuristique, donc par essentialisation, en fait. C'est naturel, et c'est là qu'on voit que le naturel n'est pas forcément bon. Bonsoir et merci pour l'intervention. J'ai une petite question, je vais me permettre de citer Henri Brock. Le droit au rêve a pour pendant le devoir de vigilance. Et ma question, c'est un peu pour tous les gens qui sont présents, est-ce que soi-même, il existe des manières pour avoir une hygiène mentale, développer une hygiène mentale, pour savoir quand on va trop loin dans notre croyance et qu'elle devient finalement nocive pour nous-mêmes? Je veux dire, en dehors des autres, de soi à soi, est-ce qu'il existe des trucs? Voilà, merci. Alors non. Non, en fait, on ne peut pas savoir quand on est trop loin dans une croyance, sauf au moment où on en est sorti, où on se réveille. C'est après coup qu'on se dit, mais en fait, j'ai été trop loin. En fait, ça ne me convenait pas. En fait, j'ai souffert dans cette situation. Et voilà comment ça s'est produit, et voilà comment ça s'est déroulé. On peut tenter de réécrire l'histoire, de comprendre ce qui s'est passé. Ça rejoint la question de l'engagement et de l'escalade d'engagement, c'est que il est très compliqué, et voire en fait peut-être impossible de se rendre compte qu'on est dans une escalade d'engagement, qu'on s'engage de plus en plus dans quelque chose, alors qu'on ne devrait pas, que rationnellement, on devrait s'arrêter là et passer à autre chose, trouver une autre solution, trouver une autre manière de fonctionner. C'est après coup qu'on se dit, mais là, je me suis complètement laissé embarquer, ça va pas du tout. J'ai été dans cette relation pendant 10 ans, rendez-vous compte? Alors que dès le début, j'avais senti qu'il y avait un truc qui allait pas entre nous. Mais on est restés ensemble 10 ans. Voilà, c'est après coup. Et il y aura peut-être des gens autour de nous pour nous dire, tu devrais pas rester avec ce mec. Tu devrais pas rester avec cette nana. Mais on n'est pas à même de s'en rendre compte. Peut-être d'ailleurs que les arguments des autres ne sont pas du tout valables, hein, ne nous parlent pas. Mais en tout cas, c'est une fois qu'on en sort que on comprend ce qui s'est passé. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire sortir quelqu'un d'une croyance. Ça rejoint aussi la question de quand on sort d'une croyance, est-ce qu'on va replonger dans une autre? Expurger quelqu'un d'une croyance, peut-être que ça peut en avoir l'apparence, mais la personne, elle a toujours les mêmes besoins, la même inclination à répondre à quelque chose qui lui est personnel, intime, et qu'il va aller chercher ailleurs. Donc, même si ça arrivait, ce qui arrive assez rarement, hein, de faire sortir quelqu'un d'une croyance, un peu de force, en réalité, en général, ça n'arrive quasiment jamais. C'est à la personne elle-même, en réalité, d'en arriver à un moment donné où elle se pose des questions, où elle se dit, mais est-ce que je suis au bon endroit, quoi, là? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me va, quoi?
Et là, à ce moment-là, elle peut se tourner vers son entourage et potentiellement faire des recherches, etc. pour essayer de comprendre ce qui lui arrive ou vers quoi elle peut se tourner. Et c'est là que c'est bien d'être là pour cette personne-là, de pouvoir lui dire bah ouais tiens si tu veux qu'on échange, on peut échanger. Mais on sortira pas quelqu'un d'une croyance. Bonsoir, moi je suis psychologue, psychothérapeute et je suis assez alarmée, c'est peut-être pas le bon mot, mais inquiète effectivement de la manière dont une forme de spiritualité, le New Age dont vous avez parlé, pour certaines personnes est une fuite en avant en fait et une manière de ne pas peut-être sentir des choses qui ont besoin d'être senties, retraverser certains souvenirs qui ont besoin d'être traversés. Et que finalement, moi, les inquiétudes que j'ai par rapport à ces mouvements-là, c'est effectivement que ça garde beaucoup de personnes dans des croyances, mais aussi dans une absence de ressenti de ce qui est vrai, en fait. Et finalement, je pense notamment à des récits, mais vraiment très graves, de personnes qui, dans ce mouvement-là, vont dire aussi mais tout arrive pour une raison, notamment en cas d'agression. Quelle est ta part de responsabilité, ou c'est arrivé pour une raison et pour du mieux derrière. Et quand moi je reçois les personnes chez moi, je vois pas vraiment le mieux derrière en fait. Je crois que je partage un peu une réflexion en live avec vous, quoi. C'est-à-dire que ce qui me questionne aussi, c'est la honte qu'on va poser dans une forme de moquerie qu'il y a dans notre société autour de ces pratiques, qui, je trouve, n'aident pas forcément à sortir de ça. C'est-à-dire que quand les personnes, elles cherchent une appartenance et une identification à un groupe, comment elle en sort si en face, effectivement, les réponses, c'est des moqueries, etc. Et donc, ça me questionne sur comment, en tant que société, on peut prendre soin, en fait, des personnes qui ont besoin de ces croyances, et on en a tous besoin, on a tous des croyances, mais pour aider à revenir à ce que chaque personne soit capable de son libre arbitre. Voilà, c'est un peu une longue réflexion, mais je serais curieuse de... Oui. Voilà, merci. La première chose, c'est par rapport au fait que la personne considère que tout a un sens, que voilà, il y a un sens aux choses à chaque étape. Ça, c'est vraiment très, très, très spécifique à la croyance spirituelle New Age. Parce que notre pensée projetée crée notre réalité, alors c'est moi qui ai créé cette réalité. J'en suis responsable et elle a un sens. Alors, je peux la déplorer et souffrir dans cette situation, mais me rappeler que c'est moi qui l'ai créée. Soit ça veut dire que je suis toute puissante, locus de contrôle interne à 100%, je suis responsable justement d'une agression, par exemple. Mais ça veut dire aussi que on s'éloigne du réel, effectivement. On s'éloigne du réel dans ces cas-là. On s'éloigne du très simple constat que oui, on a été agressé par quelqu'un. Que oui, il y a une personne qui nous a agressés. Que cette personne-là, elle a la responsabilité de cet événement. Et pas nous, en réalité. Il y a cette chose-là, et elle est vraiment typique du New Age. Elle est rassurante au départ parce qu'on a l'impression d'avoir le contrôle de sa vie à 100%. Mais effectivement, quand on se retrouve dans des situations, et elles ne manquent pas d'arriver, qui ne nous conviennent pas, eh bien, la responsabilité et en réalité la culpabilité nous revient. Même si la culpabilité est quelque chose qui est dit ne pas exister dans le New Age, puisque tout est parfait, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de problème, en fait. Et puis, même si j'ai une vie de merde aujourd'hui, c'est pas grave, je me réincarnerai. Il n'y a aucun souci. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment une composante, ça je vous le donne, je ne sais pas si dans les patients que vous recevez, vous avez eu ce type d'information, mais en tout cas je vous la donne, c'est qu'il y a aussi cet hyper-relativisme lié au fait que, de toute façon, on est dans un cycle de réincarnation. Donc, c'est pas grave si aujourd'hui je souffre, c'est pas grave si aujourd'hui je me suis incarnée dans un corps de femme et que j'ai décidé à la naissance que j'allais être violée et que j'allais être victime. Hier, j'étais peut-être bourreau. Demain, je serai peut-être libérée de cette lutte entre le bien et le mal. Et donc, il y a cet hyper-relativisme qui ajoute une couche de distance avec le réel supplémentaire et qui ne permet pas, comme vous le dites très justement, de se poser des questions sur soi, de comprendre ses propres émotions, de comprendre son propre ressenti. Si j'étais agressée, je ne dois pas en vouloir à mon agresseur. Si j'en veux à mon agresseur, je suis dans une énergie négative, je baisse mon niveau vibratoire. Donc, il va m'arriver des bricoles. Vous voyez, il y a vraiment un enchaînement là qui est complètement un cercle vicieux, dont on ne peut sortir qu'en reniant cette croyance. On ne peut pas l'aménager, cette croyance-là.
est poussée à l'extrême, comme moi je l'ai vécu, en étant une croyance très fervente et très très extrémiste, très radicale, on sort du réel. Moi j'étais sortie du réel, très clairement. J'étais dans le réel pour pouvoir échanger avec les autres. Mais si j'avais pu ne pas l'être, je n'aurais pas été. D'ailleurs, ça rejoint ta question tout à l'heure. Moi, quelque part, j'étais dans une échappée du réel. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. La deuxième chose que vous disiez, c'était comment accueillir la parole de ces gens-là sans qu'elle ne soit teintée de ridicule ou... c'est pas facile, en fait, parce que quand on ne croit pas à une chose, on a du mal à la prendre au sérieux, en fait. Je veux dire, c'est difficile de parler avec quelqu'un qui n'a pas la même croyance que soi. Mais c'est valable pour tout, en fait. Donc, peut-être qu'une manière de le faire, c'est de se dire qu'on a tous des croyances, qu'on est tous crédules, qu'on a tous des pensées ridicules, qu'on a tous des croyances ridicules à un moment ou à un autre, qu'elles se suivent les unes après les autres, et que ça ne s'arrêtera jamais. Et que donc, si on a en face de nous quelqu'un dont on juge que les croyances sont ridicules, pensons au fait que nous-mêmes, nous avons des croyances ridicules, que nous ignorons parce que nous croyons que nous avons la vérité, que nous avons raison, que nous avons le bon raisonnement. Mais peut-être que dans 10 ans, peut-être que quand nous serons à l'article de la mort, nous regardons notre vie et nous dirons, mais quand même, quand j'avais 15 ans, je croyais ça, et puis j'étais sûre de moi. Quand j'avais 25 ans, je croyais ça, j'étais vraiment sûre de moi. Et c'était encore différent à 35 ans et à 40 ans, et etc., etc. Et il faut pas perdre ça de vue, je pense, pour tout simplement avoir une sorte d'humilité par rapport à ce que vivent les autres. J'avais une dernière remarque sur la notion de sécurité, en fait. Parce que la sécurité vient parmi les besoins, enfin, très rapidement après les besoins physiologiques. Et donc, cette sécurité qui est à la fois affective et matérielle. Et la croyance et l'image de la sorcière, en fait, je me demandais en quelle mesure aujourd'hui, cette sorcière, elle vient pas non plus sécuriser l'image de la femme dans laquelle on peut se projeter avec cette volonté de notre société de sortir du patriarcat et de justement revaloriser aussi la femme. Est-ce que on n'est pas non plus dans notre démarche de sécurisation de notre image à travers cette sorcière? Oui, sans doute, ça rejoint l'idée d'essentialisation, c'est-à-dire on a une figure à laquelle s'attacher, vers laquelle se projeter, une sorte d'idéal en fait. Et l'avantage de l'idéal des sorcières, c'est que comme je le disais, on l'aménage comme on veut. Donc c'est ça qui est génial, c'est-à-dire à la fois c'est essentialisant et à la fois on met ce qu'on veut dedans. C'est les mécaniques très connues du New Age effectivement qu'on retrouve à chaque fois, c'est-à-dire que on y met ce qu'on veut. Mais on y met ce qu'on veut en ayant la sensation, parce que c'est essentialisé, que tout le monde est d'accord avec nous. On dit le terme sorcière, et là, à ce moment-là, on a d'autres personnes qui, elles aussi, se disent sorcières, et donc, il y a une sororité qui s'installe, alors que si ça se trouve, on n'a pas du tout la même acception. Peut-être que vous croyez être une sorcière pour une raison précise, et que moi, je crois être une sorcière pour une autre raison, qui peut-être est antagoniste. Moi, je suis une entrepreneuse, et vous êtes médium. Mais on se dit sorcière, donc on est sœur. Il y a ce côté effectivement rassurant. Et ce qui est bien aussi dans le New Age, c'est que personne n'a tort, personne n'a raison, puisqu'on n'a pas accès à la vérité ultime. Dans notre incarnation bassement terrestre, on y aura accès grâce à l'éveil et grâce à notre retour vers l'unité de l'essence universelle. Alors aujourd'hui, on peut jouer, en fait, dans notre incarnation, on peut jouer plein de rôles différents et plein de croyances et plein de certitudes différentes. Et personne n'a tort. Parce que tout le monde fait l'expérience de la divinité dans ses multiples facettes. C'est beau, non? Oui, bonjour. Moi, je vous ai connu avec la première émission était avec Albert Moukebert. Franchement, j'avais adoré parce que tout le côté mécanisme du cerveau est vraiment la base de tout, en fait, en termes de croyances. Mais la question elle se portait plus sur, vous avez vu la série de Blanche Gardin sur la meilleure version de soi-même? J'en ai discuté avec une amie qui est dans des croyances assez fortes et qui s'est pas du tout reconnue. Elle dit que la série ridiculise ces gens-là et que non, ils n'étaient pas en train de boire de l'eau dans une maison vide et pas chauffée. Au contraire, c'était très cocooning, ça. Et donc, je voulais juste savoir ce que vous en pensiez, si vous l'aviez vu. Oui, je l'ai vu. Et effectivement, cette série ridiculise le New Age. On peut pas dire le contraire. C'est son but. C'est une comédie. Donc, ça, c'est clair et net. Après, ça veut pas dire que ce qui est décrit ne correspond pas à la réalité. Moi, j'ai trouvé que c'était une série extrêmement bien documentée. J'étais très impressionnée par la qualité de ce qui était dit. Bien sûr que c'est une fiction comique, tragique-comique, donc exagérée, etc., d'un personnage, pour ceux qui n'ont pas vu, qui au départ a un problème d'irritation du côlon,
et qui termine en hôpital psychiatrique parce que au fur et à mesure de sa quête de solution pour son problème de santé a été de croyance en croyance et finalement on perd la tête. Évidemment que tout le monde ne passe pas par là, et ne va pas vers ça et ne passe pas par tous les stages qu'elle fait dans la série, mais moi j'ai vu beaucoup de choses qui existent, en fait elles existent. Voilà. Elle a pris des cas, elle a pris des circonstances caricaturales certes, mais qui sont bien réelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des stages dans des hôtels de luxe avec des chefs 4 étoiles qui font la cuisine, plutôt que d'être dans un chalet mal chauffé à bord de l'eau et aller faire une incantation à la lune au milieu d'un champ. Mais oui, on peut aller dans un hôtel de luxe en Thaïlande pour entrer en connexion avec sa licorne sacrée. Voilà, chacun fait son truc. Ce qu'elle décrit existe dans la série, poussé à son paroxysme, mais ça existe, ouais. Si cette émission vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, je ne peux que vous encourager à flatter les algorithmes en laissant un commentaire sur votre application favorite. Maintenant, vous vous demandez quand sera enfin diffusée la série Shocking sur la transidentité. Eh bien, c'est la prochaine. Pour travailler au montage de ce témoignage de haute volée, je vais cependant devoir faire une petite pause dans les publications. Mais promis, c'est pour tout bientôt. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent Méta de Choc, ce curieux podcast humble et superbe. C'est grâce à vous que ce rendez-vous de pensée critique appliqué à soi nourrit les 2 hémisphères cérébraux d'un nombre toujours croissant d'auditeurs et auditrices à travers le monde. En France, mais aussi au Japon, dont je salue les francophones fidèles. On se retrouve donc dans quelques petites semaines. D'ici là, on garde le contact sur les réseaux sociaux. Comme toujours, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.